Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série. Dans les épisodes précédents, on a retracé l'audiovisuel des années 80. Cette décennie qui a vu naître d'énormes changements dans le monde de la télévision. En 10 ans, on est passé d'un monopole d'État sur toute la télévision à la création de chaînes privées, à péage, commerciales ou encore thématiques, les fondations de groupes qui deviendront des géants du petit écran. Mais il y a eu aussi le déploiement du câble, du satellite, le tout orchestré par des enjeux politiques. Mais les années 80, ça n'a pas été la seule période de bouleversement du PAF. Les années 2000 ont connu elles aussi un tournant majeur dans l'histoire de la télévision en France. L'arrivée de la TNT et de nouveaux acteurs dans cette grande famille qui s'aime autant qu'elle se déteste, la télévision. Et parmi eux, le groupe Énergie. Dans les années 90, la télévision était diffusée en analogique sur les ondes hertziennes, puis on est passé au numérique avec la TNT. Dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais je vais surtout vous expliquer les points importants. Alors je sais déjà que je vais faire hurler les aficionados de la partie technique de la télé, mais on va prendre quelques raccourcis et on va pas entrer dans les détails. Sinon ça va endormir tout le monde et surtout on est là jusqu'à demain. Bref, le point que je veux vous expliquer ici, c'est la raison pour laquelle on a réussi à trouver de la place pour 24 nouvelles chaînes en France avec la TNT sans modifier entièrement le réseau. Et l'idée est géniale. Tout d'abord, il faut savoir qu'en analogique, une image de télé est affichée par ligne. Ça se passe comme pour l'annonce de la victoire de Mitterrand sur Antenne 2. Vous voyez ce moment que je vous ai mis dans pratiquement chaque vidéo depuis le début de cette série? Celui où on voit des lignes se créer pour révéler la tête de Mitterrand? Eh bien, la télévision analogique, ça se passait comme ça. Bon, évidemment beaucoup plus vite. Et chaque image succède à une autre, et ça plusieurs dizaines de fois par seconde pour créer le mouvement. Mais si on diffuse à la télévision un plan fixe, où il n'y a que très peu d'éléments qui changent d'une image sur l'autre, comme ici par exemple, cette zone-là, d'une image à une autre, reste exactement la même. Eh bien en analogique, c'est la totalité de l'image qui va être changée, et ça plusieurs fois par seconde. Il faut que le réseau transmette la totalité des lignes de chaque image à chaque fois, même si elle n'est pas vraiment différente de l'une sur l'autre. Avec la TNT, la télévision numérique terrestre, en opposition à la télévision analogique terrestre, c'est différent. Seules les zones qui changent dans l'image vont être envoyées. Par exemple, toute cette partie-là, étant la même d'une image sur l'autre, elle ne va pas être envoyée. C'est seulement ma partie qui bouge qu'il le sera. Ça permet donc d'envoyer un signal moins lourd et donc de gagner plus de place pour y mettre d'autres canaux. Évidemment, quand l'image change entièrement, la totalité de l'image est envoyée, mais ça fait quand même gagner beaucoup de place. Assez pour passer de 6 chaînes à 30 sans devoir faire une refonte complète du réseau. La télé de demain, c'est le râteau et une petite boîte incontournable, le décodeur. Même si le mode de transmission reste le même, par voie hertzienne, le codage est différent. Des données plus légères. Le numérique permet alors de transporter beaucoup plus d'informations dans un même tuyau. Résultat, sur le poste de télé, ce n'est plus seulement 6 chaînes, mais 6 fois plus que chacun recevra en 2003. Un choix donc beaucoup plus large pour les 2/3 des Français qui ne sont pas abonnés à des systèmes payants. Et après des années de recherche et d'expérimentation dans les années 90 sur des petits territoires français, dans les années 2000, la France est prête à prendre le virage de la télévision numérique terrestre et donc à la création de nouvelles chaînes. Mais pour ça, il faut un décodeur et changer une partie de son matériel. Est-ce qu'il faudra changer son antenne, changer son poste, changer de décodeur? Alors, l'antenne, peut-être des réglages à faire, réorienter l'antenne, mettre un filtre, mais c'est une intervention de l'antenniste, on peut se servir de l'antenne telle qu'elle existe. On peut garder le même poste, il suffit d'acheter un boîtier qu'on branche sur le poste. Ce boîtier coûtera 150 €, c'est-à-dire un peu moins de 1000 francs. Bref, un investissement technique qui pourrait ne pas plaire aux Français. Parce que même si la TNT voit le jour, on pouvait toujours, au départ, recevoir encore la télévision en analogique. Et quand on sait la réticence des Français au changement, il y avait de grandes chances que la TNT ne prenne pas. Surtout quand on a vu le fiasco du satellite dans l'épisode précédent sur Arte. Et d'ailleurs, les chaînes historiques n'ont pas aidé la TNT. TF1, Canal+, et M6 étaient contre. Ça fait des années qu'elles sont seules sur le marché, elles n'ont pas envie de voir tout le monde débarquer. Même si la loi leur promet de nouveaux canaux pour elles aussi, des chaînes bonus en plus de leurs chaînes historiques. Mais pour ces 3 chaînes, le constat est simple. Soit la TNT ne prend pas en France, et ils se retrouvent avec de nouvelles chaînes dans leur groupe qui leur coûtent des millions d'euros à faire tourner, mais qui ne font pas d'audience et ne leur rapportent rien. Soit la TNT marche et ce qu'on appelle les nouveaux entrants, c'est-à-dire les chaînes de la TNT qui n'appartiennent pas à un groupe historique comme TF1, Canal+, et M6, viennent dévorer le gâteau publicitaire. Parce que évidemment, augmenter le nombre de chaînes de télévision ne fait pas augmenter le nombre d'annonceurs qui veulent venir faire de la publicité à la télévision. Ce gâteau que représente le marché de la publicité en télé, il reste le même. En revanche, il y a plus de chaînes, donc plus de bouches à nourrir, et donc les parts de gâteau sont plus petites. Donc d'un côté comme de l'autre, la TNT va venir mettre un énorme coup de pied dans la gueule des chaînes historiques. Et ça, ils le savent.
Ils vont donc s'opposer à l'arrivée de la TNT et aux nouveaux entrants. On reviendra un peu plus en détail sur ça dans le prochain épisode, puisque l'entêtement d'un groupe historique en particulier a mené à la création d'un boulevard pour une petite chaîne de la TNT qui est devenue aujourd'hui un des acteurs majeurs. C'est une histoire incroyable. Mais bref, malgré les réticences de certains, pour d'autres, l'arrivée de la TNT est une aubaine. Tous les groupes de médias qui n'avaient pas encore leur chaîne de télévision sont ravis de pouvoir venir grignoter ne serait-ce qu'une petite tranche de ce gâteau. Et bien sûr, Énergie en fait partie. En juillet 2001, lorsque le CSA annonce les appels d'offres pour les chaînes de la TNT, le groupe Énergie est un gros groupe de radio. Elle possède la radio Énergie, mais aussi Chéri FM, Rire et Chanson ou encore Nostalgie. Mais le groupe n'a pas de chaîne de télé. Pourtant, ils en ont déjà eu une dans le passé. Rappelez-vous de TV6, la première chaîne à avoir diffusé sur le canal 6. Et de 6, la dernière née des nouvelles chaînes, la petite 6e, a commencé d'émettre pour de bon cet après-midi à 17h. Elle sera dans un premier temps 100% musicale. Vous en avez actuellement un aperçu avec ces images enregistrées tout à l'heure. Cette chaîne, dont le gouvernement de Chirac avait révoqué la concession au bout de quelques mois pour y placer M6 et apaiser les tensions avec le Luxembourg. Eh bien, TV6 était détenue par l'agence de pub Publicis, par le groupe de production Gaumont et aussi par Énergie, à hauteur de 18%. Et cette expérience en télé pour Énergie, même si ça a été soldé par un échec, a donné des envies au groupe. Des envies de petit écran. Alors quand le CSA annonce la création de 24 nouvelles chaînes, Énergie dépose un dossier pour avoir un canal. Et d'ailleurs, ils n'ont pas déposé qu'un seul dossier. Comme beaucoup d'autres, ils cherchent à maximiser leurs chances avec plusieurs projets de chaînes. Et comme ça, espérer qu'au moins un soit sélectionné. Mention spéciale d'ailleurs à AB Group qui, eux, ont déposé 10 projets différents. Bref, le groupe Énergie, lui, va se contenter de présenter 2 dossiers, MyÉnergie et Énergie TV. Le premier, MyÉnergie, est un projet de chaîne à destination des jeunes basé sur l'interaction entre le téléspectateur et la chaîne. L'autre, Énergie TV, est une chaîne musicale qui diffuse des clips. Et là vous vous dites, mais aucun des 2 projets correspond à Énergie 12. Eh bien si, les 2 en fait. Parce qu'évidemment, le CSA ne pouvait pas accepter tous les projets de chaîne. Alors d'abord, combien de candidatures avez-vous reçues précisément? 69 dossiers. C'est davantage que vous n'imaginiez? Oui, plus. J'attendais 50, 60, on en a eu près de 70. Et donc on aura des choix difficiles à faire, mais tant mieux, il vaut mieux avoir du choix pour déterminer quelles seront les 15 chaînes gratuites, les 15 chaînes payantes, et puis plus tard, dans quelques mois, les 3 chaînes locales. Énergie sait dès le départ qu'ils n'auront pas les 2 projets de chaîne. Et de toute façon, ils ne veulent pas les 2. Vous imaginez le fric que ça coûte de créer une chaîne, toute une grille de programmes, des centaines d'employés, une infrastructure technique à développer, bref, ça coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, sachez que Énergie 12 n'a jamais été rentable. Même aujourd'hui, elle est en déficit. Une chaîne de télé met énormément de temps à trouver un équilibre financier. Au départ, c'est un gouffre. Donc imaginez si Énergie avait eu 2 chaînes. Ça aurait fait couler le groupe tout entier. Non, l'idée du double projet, c'est pour maximiser les chances d'en avoir au moins une. Et ce fut le cas. Après avoir présenté leurs 2 projets lors d'une audition devant le CSA en juin 2002, le CSA rend son verdict quelques mois plus tard, en octobre de la même année. Les canaux sont distribués et parmi les nouveaux opérateurs des chaînes, Énergie en décroche une. C'est le projet Énergie TV, la chaîne musicale, qui a été sélectionné. Il hérite du canal 12 et ils vont donc rebaptiser la chaîne Énergie 12. Mais ils vont aussi le modifier pour y intégrer le 2e projet. Une chaîne musicale mais avec des magazines, de la fiction, des talk shows, bref, une sorte de MyÉnergie TV. Le CSA valide et Énergie 12 est lancé. Enfin, ça a quand même pris un peu de temps puisque Énergie 12 débarquera avec une autre petite partie des chaînes de la TNT que le 31 octobre 2005. Ce retard, il est un peu technique, mais pas que. Vous le verrez dans le prochain épisode. Bref, en tout cas, les débuts d'Énergie 12, ça ressemblait à ça. Alors maintenant, je crois que Jean-Paul, c'est le moment. À toi de jouer, Marc. À toi de jouer. Eh bien, allons-y. Énergie 12, C'est ça. Bonjour, c'est Mariah Carey. J'adore Énergie 12. Et si la chaîne va finir au fil du temps par délaisser la musique au profit de la télé-réalité, c'est par souci de rentabilité. La télé-réalité à petit budget, comme on a pu le voir fleurir sur Énergie 12, est devenue leur marque de fabrique. Mais malgré ça, Énergie 12 n'a jamais été rentable. Entre 2005 et 2019, la chaîne aurait atteint des pertes de 278 millions d'euros. Énergie 12, même si elle fait de l'audience, perd de l'argent. Mais ce n'est pas la seule stratégie en TNT de Jean-Paul Bodecroux, le fondateur d'Énergie. Et je ne parle pas de Chéri 25, qui elle aussi est un gouffre financier avec
avec 100 millions d'euros de pertes depuis 2013. Non, je parle de quelque chose de bien moins connu du grand public. Énergie tient en fait un rôle important dans la distribution de la télévision. Mais pour comprendre ça, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, au départ, la télé et la radio étaient des monopoles d'État. C'est-à-dire que seul l'État français pouvait émettre sur le réseau de la télévision ou de la radio. Et justement, ce réseau, il fallait le créer. Et ça, c'était donc le rôle de TDF, Télédiffusion France. Rappelez-vous, c'est cette entreprise publique, donc appartenant à l'État, qui avait pour objectif de s'occuper de toute la partie technique et bien chiante, celle entre les plateaux de tournage d'une chaîne et le moment où le téléspectateur reçoit l'image chez lui. Et ça, c'est un bordel. C'est un bordel. Il faut des antennes, des relais, des multiplexes, bref, c'est leur rôle. D'ailleurs, c'est aussi à eux qu'on doit par exemple le brouillage des radios pirates, ou encore les satellites TDF1 et 2, ceux qu'on a vus dans l'épisode d'Arte. Bref, le but de TDF, c'est de gérer toute la partie technique de la diffusion de l'audiovisuel en France. Mais en 1986, au nom de la libre concurrence, et puisque la télévision et la radio ne sont plus des monopoles d'État, d'autres entreprises peuvent s'implanter sur le marché jusqu'à présent très gardé de TDF. Et certaines entreprises vont se lancer dans l'aventure. Alors beaucoup vont fermer parce que c'est une galère technique et que ça coûte beaucoup d'argent, mais une va quand même arriver à survivre. C'est Sogetech, créée justement en 1986. Et en 1992, elle est rachetée par Énergie. Et oui, la radio Énergie diffuse sur les ondes, mais elle utilise le réseau de TDF. Et Jean-Paul Bottecroux, le PDG, fondateur et propriétaire d'Énergie, se dit qu'il serait assez malin de maîtriser la radio de bout en bout, de la création à la diffusion. Il va donc racheter Sogetech, qu'il rebaptisera Towercast. Sauf que ces antennes de diffusion que construisent Towercast ne servent pas qu'à la radio. En réalité, elles hébergent aussi le réseau hertzien de télévision. Elles vont donc accueillir le nouveau réseau TNT, ainsi que les opérateurs télécoms. Et aujourd'hui, Towercast, détenu à 100% par le groupe Énergie, arrose 25% des Français recevant la TNT. Et évidemment, il a dans ses clients toutes les chaînes de télé, radio, opérateurs téléphoniques qui utilisent ce réseau. Même si aujourd'hui Towercast n'est pas la plus grosse manne financière du groupe Énergie, c'est quand même 82 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Mais surtout, ça permet au groupe Énergie de ne pas être un simple groupe de télé ou de radio, mais aussi un groupe de diffusion. Et donc d'asseoir leur place face à leurs concurrents. Concurrents qui du coup sont des clients de Towercast. Et même si Jean-Paul Bottecroux annonce souvent qu'il va vendre Towercast, je ne pense pas que ce soit prévu. En même temps, il annonce très souvent qu'il va vendre Énergie 12, Chérie 25, toutes ses radios, bref, la totalité du groupe. En réalité, en faisant ça, il cherche surtout à savoir combien vaut le groupe Énergie. Et pour l'instant, il n'a rien vendu. Même si Énergie 12 n'est pas rentable, le groupe Énergie, lui, il l'est. Et c'est ça l'important, une chaîne de télé n'est rarement toute seule. Dans la quasi-totalité des cas, c'est un énorme ensemble de médias, ce qui permet d'investir dans la télé, même si ça ne rapporte pas. Et comme la télé est un média de masse, y être présent rapporte bien plus que du simple argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le groupe Énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en France, c'est d'abord 4 radios. Énergie, Chérie FM, Rire et Chanson et Nostalgie. Mais c'est aussi 2 chaînes gratuites, Énergie 12 et Chérie 25. Une chaîne payante, Énergie Hits, un opérateur téléphonique, Énergie Mobile, racheté d'ailleurs cette année par Bouygues, donc la même maison que TF1. Et oui, la télévision et les groupes de médias en général, c'est un petit monde. Bref, Énergie, c'est aussi des sociétés d'événementiel, avec par exemple Énergie Events, qui fait des concerts et des spectacles, mais également une maison de disques ou encore des récompenses avec les Energy Music Awards. Mais surtout, Énergie n'est pas présent qu'en France. En réalité, le groupe est présent dans 17 pays, soit en direct en implantant leur radio du groupe Énergie, soit en laissant utiliser leur licence. Norvège, Russie, Danemark, Jordanie, Liban, les radios Énergie sont partout. Toutes les activités du groupe Énergie lui permettraient de faire un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros annuels. Mais surtout d'être à l'équilibre avec un bénéfice d'une vingtaine de millions d'euros par an. Et le groupe Énergie est dirigé par son créateur depuis 1981, Jean-Paul Bottecroux. Mais c'est aussi le principal actionnaire du groupe avec plus de 80%. Surnommé Oncle Picsou, c'est lui qui a les pleins pouvoirs sur le groupe. C'est l'un des rares groupes de médias contrôlés à ce point par une seule personne. La fortune personnelle de Jean-Paul Bottecroux est estimée à plus de 300 millions d'euros, ce qui en fait l'une des 500 personnes les plus riches de France. Parti d'un petit appartement de la rue du Télégraphe où il y avait installé son premier studio de radio en 1981, Jean-Paul Bottecroux a réussi à se créer un empire médiatique. Et aujourd'hui, c'est devenu un acteur incontournable du PAF. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est important. Et puis comme ça, vous pourrez voir la suite des épisodes, il y en a un par mois. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 10 h, pour une prochaine vidéo. Salut!